Bonjour à tous. 36% des jeunes âgés de 6 à 18 ans ont déjà été confrontés au moins une fois au cyberharcèlement ou au harcèlement. Près de 90% des parents réclament des actions concrètes de la part de l'éducation nationale, des pouvoirs publics. Mais qu'ont-ils en retour? Ce sera notre sujet aujourd'hui à la une de Smartech, la lutte contre le cyberharcèlement. On aura aussi un rendez-vous avec la planète mobile. Dans le rendez-vous Mobile Business, on va s'intéresser aux agents. Vont-ils remplacer les applications mobiles dans nos smartphones? Mais d'abord, 3 questions sur le fact-checking avec une initiative européenne. C'est tout de suite en ouverture de Smartech. On va commencer avec un chiffre. Selon la Commission européenne, 86% des Européens estiment que la propagation rapide des fake news met en danger les fondements démocratiques. Mark Zuckerberg, lui, a décidé d'arrêter le fact-checking, la vérification des faits sur ses plateformes, en tout cas aux États-Unis. L'Europe, elle, a lancé une initiative absolument opposée, Gen for Dem, projet collectif avec de nombreux partenaires. On en parle aujourd'hui avec Sami Labadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Stelia, qui est une deep tech dans l'IA, spécialisée dans le traitement en langage naturel pour l'éducation et la formation. Et vous êtes partie prenante de ce projet. Gen for Dem, c'est comme IA générative pour la démocratie. Selon une étude de MIT, je voulais aussi préciser ça, une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une vraie nouvelle. On a l'Arcom qui révèle que 60% des citoyens croient au moins à une fausse information. Donc comment on s'y prend face à un tel constat? C'est vrai que nous, cette initiative, elle nous tenait à cœur depuis un certain temps. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis avec Visions Trust, avec l'AFP et 5 autres startups côté information. On retrouve aussi RSF, Décodex du Monde, Open Politics. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais... Exactement. Donc plusieurs spécialistes. Les spécialistes des informations, finalement. Et l'idée, c'était de mettre toutes nos expertises en commun, nos données, nos services, pour analyser l'information et donner les clés, en fait, aux citoyens et pour mieux comprendre l'information. Parce qu'aujourd'hui, il manquait des passerelles entre les différentes initiatives. Exactement. Chacun vient avec des sources au format différent, des services hétérogènes. L'idée, c'était de construire ce qu'on appelle une sorte de marketplace, un data space, qui rassemble tous ces acteurs au service de la lutte contre la désinformation. Alors, pour reprendre les mots de Mark Zuckerberg, il nous dit en gros que les IA, elles font trop d'erreurs. Le problème avec ces systèmes complexes, c'est qu'ils font des erreurs. On atteint un point où il y en a trop de censure. Est-ce que Mark Zuckerberg se trompe, selon vous? Oui, tout à fait. Parce que là, cette initiative va reposer justement sur un système algorithmique. Exactement. Et pour nous, c'est la seule solution qui permet d'accompagner le citoyen. Aujourd'hui, on a des systèmes autoritaires qui sont sur du filtrage, et on le voit sur les IA comme DeepSeek, qui évitent certains sujets et ne répondent pas sur les... Faites référence au grand modèle chinois dont tout le monde parle en ce moment, oui. Exactement. On a l'approche américaine qui était sur une modération humaine plutôt. Et algorithmique, justement. Oui. Nous, notre approche, c'est vraiment d'éclairer en fait, le citoyen en rapprochant des sources fiables et en montrant une synthèse en fait, de toutes ces sources face à une fake news. Mais donc, quoi, il n'y aura pas du tout d'intervention humaine dans ce projet ? Alors, il y a tout de même une intervention humaine pour régler les algorithmes. Ces algorithmes seront publiés en open source pour des raisons de transparence et aussi d'optimisation collective. On va aussi travailler sur la sélection des sources, des partenaires, sur certains critères d'investissement dans la fiabilité de leurs informations, pour s'assurer qu'on s'appuie sur des sources qui sont fiables. Donc trois outils qui vont être déclinés. Un premier donc pour vérifier donc, automatiquement, instantanément, j'ai envie de dire, la véracité ou non des informations. Un deuxième, Generate for Them, qui va créer des contenus fiables, adaptés au contexte de quoi? De recherche qui est faite par l'utilisateur? Au contexte d'une news qui peut paraître étonnante. Tous les jours, on découvre des titres surprenants, on se demande si c'est une fake news, si c'est du vrai, ou quelle est la part de vérité. Là, ces outils vont permettre d'abord de donner un scoring, de donner un indice de fiabilité,
On n'est jamais sur du binaire, on ne pourra jamais dire si c'est du vrai ou du faux. En général, il y a un mélange des deux. Et puis, apporter des éléments de contexte, donc rassembler beaucoup d'informations. Donc ça, c'est le troisième outil, oui, pour aller rechercher des données factuelles sur le sujet. Voilà, des données factuelles et des données d'analyse, puisqu'on a des partenaires qui viennent analyser certains sujets, apporter un approfondissement. Et où en est le projet aujourd'hui? Le coup porté par Mark Zuckerberg là, en début 2025, il a accéléré ce projet ou au contraire ralenti? Ça vous a fait hésiter, non, sur le fait de confier à des algorithmes ce fact-checking? Non, en fait, la décision de Mark Zuckerberg est d'abord motivée pour être plus aligné avec Trump et sa politique d'ouverture, de free speech, qui vire à la foire d'empoigne entre de la désinformation, des insultes et vraiment un signal très négatif. C'est pas du tout une remise en cause des algorithmes. De toute façon, avec l'IA générative, ça devient un outil de propagation, de création de la désinformation. Donc, il faut lutter avec les mêmes outils. Exactement. En fait. C'est ça que vous nous dites, ouais, avec les mêmes armes. Oui. Et donc, où en est le projet aujourd'hui? Alors, on a réuni les premiers partenaires, on est sur un cadrage précis du projet et des étapes qui mèneront à la solution. On est aussi en train de rassembler des partenaires, au-delà des partenaires fondateurs, pour rassembler des sources, rassembler des services. Exactement. D'abord au niveau français, mais on commence à toucher aussi des acteurs européens. Échéance, vous avez une échéance sur la disponibilité de l'outil? Alors, on vise fin du premier semestre pour avoir une version de démo qui soit fiable sur un contexte assez restreint. Oui, parce que vous savez comme ils sont surveillés, ces outils aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Sami Labadi. On vous suivra ce projet avec vous. Vous reviendrez nous en parler, je l'espère. Je rappelle que vous êtes le directeur général, cofondateur de Stelia, et donc derrière ce projet, dont le nom m'échappe là d'un seul coup, rappelez-moi. Jen Fordham. Jen Fordham, merci beaucoup. Le cyberharcèlement est un délit dont les auteurs encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Pourtant, il continue de diffuser son poison sur les réseaux, sur les messageries. Alors, on fait quoi? Pour en parler, capitaine Sébastien Possémé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la compagnie numérique de la Gendarmerie nationale. C'est une nouvelle structure qui est désormais composée de 2 brigades implantées sur les sites de Rennes et Poitiers. Et donc vous êtes garant du fonctionnement du contact numérique et de la plateforme numérique d'accompagnement des victimes de la Gendarmerie nationale, à la tête de 53 gendarmes répartis donc entre les 2 sites, c'est ça? Exactement. À côté de vous, Mickaël Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en sécurité des informations et RGPD également, fondateur de la société de conseil et services SICONF, qui est spécialisée dans l'identification, l'analyse, la gestion des risques qui pèsent sur nos systèmes d'information. Vous êtes, je le précise aussi, un prestataire référencé 17 Cyber et également officier réserviste à l'unité nationale cyber de la Gendarmerie nationale. Première question, j'ai envie de vous demander déjà, à partir de quand on considère que une attaque répétée sur les réseaux peut être considérée comme du cyberharcèlement? À partir de quand c'est du cyberharcèlement pour vous, ce qui se passe sur les réseaux? Capitaine. Ah oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui évidemment nous concerne, puisque la plateforme numérique d'accompagnement des victimes, c'est une plateforme qui permet justement de se saisir de ces phénomènes de cyberharcèlement. Eh bien, en fait, c'est une action qui, très rapidement, peut être, c'est d'abord du harcèlement, donc une action soit répétée par une personne à l'endroit d'une victime, d'une personne désignée, soit plusieurs actions menées par une seule personne de manière concertée. Il faut évidemment aussi que ça puisse avoir un effet sur l'état psychologique et physique de la personne. Mais surtout, pour que ça devienne du cyberharcèlement, eh bien, il faut que ça soit commis à l'aide d'un moyen, le SMS, les réseaux sociaux, des moyens numériques en tout cas. C'est difficile de le qualifier, le cyberharcèlement, aujourd'hui, ou pas du tout? Alors, le qualifier, ce n'est pas difficile de le qualifier. Ce qui, en revanche, est difficile, c'est de le déceler. Oui. Ce qu'on sait, c'est évidemment les faits qui sont portés à notre connaissance. En revanche, on aimerait que tous les faits nous soient communiqués.
Alors justement, on va peut-être entrer dans quelques chiffres et puis les réponses qui sont apportées. 24% des familles auraient été confrontées au moins une fois à une situation de cyberharcèlement. Ça, c'est des chiffres de l'association e-Enfance. Comment vous voyez-vous ce phénomène, Michael ? Comment vous le voyez aujourd'hui évoluer ? C'est un phénomène qui se confirme dans les sensibilisations que je peux opérer dans les établissements scolaires ou auprès de jeunes. Il suffit de demander combien de personnes ont fait l'objet d'insultes répétées ou de messages qui sont du harcèlement clairement en ligne. On est clairement sur 20, 30, voire parfois la moitié des classes des élèves, depuis la 4e jusqu'à des niveaux plus élevés, mais dès la 6e, il y a une violence en ligne qui s'exerce et qui fait l'objet de retransmission. Donc oui, 20%, c'est clairement... Alors moi, j'ai même un chiffre de 27% des élèves de primaire, en fait, qui ont été confrontés à du cyberharcèlement au moins une fois. Oui, parce que la thématique, c'est qu'il y a une forme de violence qui se banalise dans les relations entre les jeunes, qui, par ce sentiment d'impunité, d'être derrière un écran, permet d'amplifier ce phénomène-là. Et cette violence-là, qui du coup donne un sentiment de ce n'est qu'une insulte, ce n'est qu'un message pour rire, entre guillemets, devient finalement une répétition et a des effets psychologiques négatifs sur ceux qui le subissent. J'ai l'impression qu'on en parle quand même aujourd'hui très fréquemment, y compris à l'école, dans les médias. Le cyberharcèlement, c'est plus quelque chose qu'on découvre. Et pourtant, on ne voit pas du tout de fléchissement. Au contraire, même, on a l'impression que c'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors, on peut expliquer ça, je pense, et ça revient à ce que disait... mon camarade, là, c'est juste qu'aujourd'hui, on exacerbe les comportements. Et je dis souvent qu'on a deux vies. On a une vie physique, une vie numérique. Et même si on se voit là aujourd'hui, je ne connais pas votre vie numérique et vous pouvez être complètement différente. C'est le cas pour des enfants. Et comme on disait, le sentiment d'impunité, la banalisation peut provoquer justement cette idée de pouvoir tout faire sous une fausse image, un faux profil, envers n'importe qui. C'est pas forcément envers quelqu'un qu'on connaît. Liker par exemple un message de haine envers quelqu'un, c'est aussi participer à cet effet de meute, parfois cet effet de harcèlement. Je pense que c'est un phénomène beaucoup plus global qui mène à changer, à avoir des comportements, mais le numérique exacerbe quand même ce qu'on retrouve dans la société. Ce qu'on retrouve aussi dans la société, cette facilité de dire qu'on n'aime pas, cette facilité de dire qu'on ne veut pas, et ce qui amène à déceler des comportements très violents, et qui parfois débordent l'aspect numérique, puisque ça peut avoir après un relais sur le physique. Alors, je disais que les parents attendaient des réponses du côté de l'éducation nationale, du côté des pouvoirs publics. Il y en a des réponses aujourd'hui, mais est-ce qu'on les voit suffisamment ? Enfin, parlez-nous un petit peu de la manière dont aujourd'hui vous communiquez sur votre lutte contre le cyberharcèlement. Peut-être déjà une perception de votre côté. Alors c'est sûr que les parents sont souvent en attente de réponses, mais en réalité ils sont aussi en attente de savoir comment gérer la relation avec les jeunes, pour ceux qui sont dans ces situations, par rapport au fait que beaucoup de parents ne sont pas des habitués des réseaux sociaux et de cette dimension numérique dans laquelle les jeunes, eux, vivent en permanence, et du coup sont en attente parfois de réponses, certes sur comment contrôler la chose, comment gérer la situation par rapport à cyberharcèlement, surtout quand ils apprennent que leurs enfants finalement ont eux-mêmes contribuer à de la retransmission d'images, du fait de retransmettre sur un groupe WhatsApp ou de faire des commentaires sur un groupe WhatsApp de la classe, par exemple. Donc là-dessus, le côté réponse via les équipes mises en place par le capitaine ou la gendarmerie ou d'autres entités comme e-Enfance, oui, qui commencent à être connues, mais encore faut-il libérer la parole. Il y a beaucoup de jeunes qui se réfugient dans la dépression ou dans la situation de « je m'isole ». Et ça, c'est effectivement de l'aide des parents pour signaler, pour parler avec leurs enfants, pour ensuite aller vers des professionnels et éventuellement alerter aussi les autorités par rapport à ça. Besoin de boîte à outils. Mais quand je vous écoute, je me dis finalement le cyberharcèlement, c'est une violence comme plein d'autres violences malheureusement existent aujourd'hui, qui n'est pas souvent dite, formulée, qu'on décèle parfois un peu tard. Est-ce qu'il y a des particularités quand même dans le cyberharcèlement ?
par rapport aux autres formes de violence? Alors oui, les particularités, c'est que d'abord, ça se fait de manière cachée et qu'on ne décèle pas tout de suite les conséquences sur la victime. Et comme on en parle, c'est que, et notamment si on parle des enfants, ça peut avoir des réels impacts psychologiques et jusqu'au suicide. Oui. Et c'est souvent ce que je passe comme message, notamment quand je vais dans les lycées, c'est qu'aussi on connaît beaucoup de choses sur les gens finalement. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est de dire que quelqu'un n'est pas bien, qu'il se passe quelque chose dans la vie d'une camarade ou d'un camarade, parce qu'il peut y avoir des conséquences sur son état moral, sur sa façon de se comporter, sur ses notes à l'école, une baisse des résultats. Voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments, et c'est là qu'on constate que ces effets, si on ne les prend pas en compte et si on ne cherche pas à savoir d'où qui les provoque, eh bien ça peut avoir des vrais, on peut avoir affaire à des vrais drames, quoi. Vous voulez dire que ça peut parfois être minimisé finalement, c'est ça? Peut-être. Alors, des problèmes minimiser, oui, alors c'est un peu comme dans beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire, on traite également les violences conjugales, parfois on voit, mais souvent on ne dit pas. Ouais. Donc le témoin est important aussi dans tout ça. On peut se retrouver avec un enfant, encore plus chez les enfants que chez les adultes, quelqu'un d'isolé et qui a peur et qui ne sait pas comment agir, qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même. Alors, comment vous travaillez au quotidien? Donc, parlez-nous de la brigade numérique, je devrais dire la compagnie numérique, c'est ça maintenant? Exactement. Et de la PNAV, donc cette plateforme qui permet en fait de discuter avec les parents, les victimes. Comment vous travaillez? C'est accessible à toutes les personnes de la société, à toute la population, victimes, témoins. C'est des chats, en fait. Donc on va sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. Oui, alors Arrêtons les violences, où vous pouvez avoir une porte d'accès assez rapide maintenant, puisque l'application et le site Ma Sécurité permettent d'accéder à ces canaux. Donc quand on parle de simplifier effectivement le message, moi j'encourage tout le monde à pouvoir utiliser ce site et cette application Ma Sécurité. Vous avez donc des canaux qui sont spécifiquement dédiés, soit pour des questions généralistes, mais spécifiquement aussi pour les violences. Et le cyberharcèlement est un des canaux que nous avons à notre disposition et que la population a à disposition. Et quand on arrive sur cette plateforme, donc on se retrouve quoi? À discuter avec des gendarmes? Voilà. En quelques secondes, alors j'ai bien gendarmes, des humains et pas des robots. Voilà, on parle de l'humain. Il n'y a pas du tout de réponse automatique, pas de filtrage absolument algorithmique. Pas. S'agissant des violences, ce sont des gendarmes qui sont spécifiquement formés, qui en quelques secondes vont vous répondre et vont chercher on parlait tout à l'heure de la libération de la parole, à libérer la parole, à mettre en confiance. Et c'est l'objet de notre formation aussi, une formation spécifique, puisque nous agissons par écran interposé et nous avons une compétence nationale, donc on a des victimes de partout en France, les Outre-mer comprises. C'est un complément du 3018 parce qu'il y a un numéro qui a été lancé par e-enfance justement pour avoir un numéro de secours, un numéro d'urgence en cas de violence numérique. Ce sont des partenaires. On travaille tous ensemble et l'intérêt, c'est qu'effectivement, on identifie parfaitement les portes d'entrée pour qu'on puisse être pris en compte, en charge totalement. Parce que on ne se contente pas d'un échange, mais ça peut aussi aller jusqu'à la judiciarisation, donc la prise en compte d'un dossier d'enquête. Le cyberharcèlement, c'est pas que les enfants, ça existe aussi pour les adultes, ça peut se passer en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points de vigilance? Vous avez l'impression, en tout cas, qu'il y a des actions qui sont mises en place Il y a des sujets, je pense, qui sont nécessaires de mettre en œuvre vis-à-vis de la population générale. C'est la prévention aux risques liés à ces risques de cyberharcèlement via l'exposition large qu'une personne va vouloir faire de sa vie privée en pensant qu'en la diffusant sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, en donnant des informations sur elle, voire en se connectant avec des personnes qu'elle pense connaître ou qu'on pense être identifiées comme sûres, qui en fait ne sont pas du tout celles qu'elle prétend être, avec des tendances même de pédocriminels qui, eux, sont sur ces réseaux justement pour essayer d'approcher des victimes et du coup se mettent en danger. Et ces personnes se mettent en danger en diffusant des informations parce qu'elles n'ont pas été informées du risque
liées à ces usages. Oui. Et je crois qu'il y a un sujet de sensibilisation fort à mener vers toute la population sur la tendance de qu'est-ce que vous voulez mettre en ligne, qu'est-ce que vous voulez diffuser sur vous. Est-ce que vous feriez la même chose dans la vraie vie sans savoir qui est réellement derrière l'écran? Est-ce qu'on peut faire confiance totalement à ces personnes qui sont derrière l'écran? Et je crois qu'il y a un sujet de sensibilisation à mener pour... Sur le type d'informations personnelles en fait, qu'on partage sur les réseaux qui peuvent se retourner contre nous. Absolument. Il y a énormément d'informations aujourd'hui qui sont sur les réseaux pédocriminels, qui viennent ne serait-ce que des photos mises sur les réseaux sociaux classiques. Par les parents. Par les parents. Oui. Donc là-dessus, il y a un sujet après de cyberharcèlement aujourd'hui qui rentre en ligne de compte avec malheureusement des usages négatifs aussi de l'intelligence artificielle pour provoquer des jeunes et mettre en difficulté des jeunes via des images transformées, modifiées, retouchées. Et ça, c'est un vrai sujet. On va quand même parler des sanctions. J'en ai évoqué. Le cyberharcèlement, c'est un délit, donc c'est puni par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sanctions sont à la hauteur du phénomène selon vous? Et comment est-ce qu'elles sont appliquées aussi? Alors, je ne suis pas législateur, déjà, donc je ne fais que constater ce que je vois. Alors vous pouvez être le point de démarrage d'une enquête? Oui, exactement. C'est à l'issue de l'échange, on va pouvoir offrir tous les éléments à des enquêteurs de terrain qui sont territorialement compétents pour recevoir l'audition, le témoignage de la victime. Pour revenir sur Et vous allez rassembler des preuves aussi? Exactement. On va d'abord conseiller de les préserver, puisque c'est déjà aussi toute la notion d'accompagnement et de conseil. C'est important parce que des captures d'écran, la récurrence des faits, voilà, il faut que, évidemment, on puisse déterminer tout ça et consigner tout ça. Pour revenir sur la sanction, le souci, c'est que le numérique va très vite. Il y a une sorte de fulgurance de l'action qui peut se passer en 24 heures, qui peut avoir un retentissement sur la victime en 24 heures. Et c'est vrai que le harcèlement, on attend qu'il y ait des conséquences physiques et psychologiques sur... et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin réellement d'attendre qu'il y ait des conséquences pour constater le cyberharcèlement qui va très très vite et qui peut avoir des dommages importants, pas que pour la victime, pour les autres aussi. Et les sanctions peuvent tomber vite aussi ou pas? De toute façon, ensuite, il y a un circuit judiciaire. Ouais. Il y a une phase indispensable et préalable du recueil des auditions des témoins, la préservation des traces et le prélèvement technique de ces éléments de preuve pour pouvoir permettre ensuite l'ouverture d'un procès et puis surtout l'identification des auteurs, du ou des auteurs. Donc un temps plus long. Il y a toujours un temps dédié à l'action de la justice et si on le met effectivement à côté du temps du cyberharcèlement, il peut y avoir une petite différence. D'où l'importance de se prémunir peut-être déjà en amont contre ces faits de cyberharcèlement, même si ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Même si on ne partage pas des informations personnelles, on peut être cyberharcelé. Et d'où l'importance après d'entamer aussi une démarche d'aller porter plainte ou d'aller signaler à la justice et de ne pas rester dans un phénomène de dire de toute façon on ne trouvera jamais les personnes. Si on ne porte pas plainte, oui, on ne trouvera jamais les auteurs. Oui, aujourd'hui en tout cas, on voit qu'il y a quand même une mobilisation assez large sur ces sujets. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les actions justement de lutte. Capitaine Sébastien Possémé et Mickaël Benoît, merci encore à tous les deux. C'est l'heure de notre chronique Mobile Business qui est animée par Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous vous penchez sur une nouvelle génération de smartphones dopés à l'intelligence artificielle, bien évidemment. Une IA qui pourrait peut-être demain remplacer nos applications. Tout à fait. Alors, 20 ans, effectivement, après l'apparition des smartphones, des téléphones qui reposaient sur des systèmes d'exploitation ouverts, sur lesquels on pouvait installer des applications qui allaient enrichir nos usages, on sent effectivement que le marché est en train de se transformer au profit d'appareils dopés à l'intelligence artificielle. Prenez par exemple le dernier Galaxy S25, dévoilé la semaine dernière par Samsung. Alors, il est plus fin, plus puissant, meilleur appareil photo que son prédécesseur, mais son principal argument de vente, c'est la présence de Google Gemini Advanced, la dernière IA de Google, accessible avec un bouton dédié. Cette IA, rebaptisée Agent, va pouvoir nous assister au quotidien pour faire des recherches sur le web, résumer ou traduire un texte, envoyer un message ou encore retoucher nos photos. Le smartphone va être encore plus intelligent.
Bon, alors, ça date pas d'hier, mais enfin, on voit que ces agents sont quand même de plus en plus populaires. Oui, alors effectivement, là, c'est un rapport qui a été publié il y a quelques jours par Sensor Tower, State of Mobile 2025, qui nous apprend par exemple que ces applications d'IA générative sont un succès dans le monde entier avec plus d'1 milliard de dollars dépensés en 2024. C'est une croissance de 200% sur un an. En 2024, les applications liées à l'IA ont représenté un volume de 17 milliards de téléchargements et plus de 7,7 milliards d'heures. L'application ChatGPT, par exemple, a été la deuxième application la plus téléchargée dans le monde en 2024. Et son concurrent chinois, dont on parle beaucoup en ce moment, est devenu la première application de l'App Store aux États-Unis la semaine dernière. DeepSeek, allez, on aura prononcé son nom aujourd'hui déjà plusieurs fois. Et parallèlement, j'ai envie de dire, on voit aussi des utilisateurs qui téléchargent moins d'applications. Alors en tout cas, en 2024, les dépenses des consommateurs en matière d'achat et d'abonnement in-app ont atteint 150 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ça reste une augmentation de 13% à l'échelle annuelle. En matière de temps passé, Sensor Tower évalue le total à 4200 milliards d'heures, en nouveau en croissance de près de 6%. Mais effectivement, si on se focalise sur le volume de téléchargement, on est à peu près à 136 milliards en 2024. Et là, il y a effectivement une baisse de 1% et il y a peut-être une inversion de tendance, oui. Oui, alors est-ce que c'est un parallèle? Est-ce qu'il y a une conséquence directe? Est-ce que les agents demain vont remplacer les apps? C'est effectivement une prévision de Gartner. Ils anticipent que d'ici 2027, on pourrait assister à une baisse de 25% de l'utilisation des applications mobiles, effectivement éclipsées par ces assistants IA. Alors pour s'informer, se distraire, faire du shopping ou tout simplement travailler, on pourrait abandonner les applications au profit de super apps. Alors on connaît déjà Apple Intelligence, ChatGPT, Google Gemini, X.com, Meta AI, le chat Mistral ou pourquoi pas DeepSeek. Encore limité en Europe pour cause d'IA Act. Meta AI, par exemple, est un carton aux États-Unis, 600 millions de téléchargements. Et cet agent, disponible aussi bien dans les applications Meta que dans des lunettes connectées, pourrait, selon Mark Zuckerberg, être le premier à franchir le seuil du milliard d'utilisateurs dans le monde. Mais alors, qu'est-ce qu'elles doivent faire les entreprises qui nous voient comme des consommateurs sur nos smartphones? Eh bien, elles vont devoir s'accrocher, parce que dans les 3 prochaines années, des interfaces digitales de première génération, comme les sites web et leurs emails, ou de seconde génération, comme les applications natives et les push notifications, vont être remplacées par une 3e génération d'interfaces digitales. On peut anticiper l'émergence de nouvelles disciplines comme l'IAO, l'optimisation sur ces nouveaux carrefour d'audience que sont ces super applications, et les marques vont devoir repenser toute leur présence pour générer du trafic, pour générer des ventes, pour gérer leurs relations clients. Je vais vous donner juste 2 chiffres pour terminer. Gartner estime que 85% des données clients seront collectées via ces environnements d'ici 2027 et 30% des budgets publicitaires pourraient basculer dans ces super apps d'ici 2028. Donc cette 3e transformation digitale va être radicale, mais surtout elle va être extrêmement rapide. Ouais, et encore une fois, c'est quand même pour l'instant les big tech qui détiennent le secret d'un bon business. C'est eux qui imposent leurs règles à chaque fois. On est passé de la monétisation sur les sites internet aux applications mobiles et donc demain aux agents IA. C'est vrai qu'il y a une vraie consolidation avec des big tech américaines, quelques big tech aussi chinoises qui montent en puissance, et on espère que l'Europe et peut-être la France aura également des champions dans cet univers. C'est sûr, on espère. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, je le rappelle, pour vos éclairages sur ce monde et cette industrie du mobile. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, on se retrouve très vite, à bientôt.